Bonjour, merci de vous être inscrit à ce webinaire sur l'analyse de variance ou ANOVA, illustré avec XLStat. Je suis Jean-Paul Malouf, je suis consultant en statistique à XLStat et je suis ravi de discuter avec vous aujourd'hui. Alors je vais, comme d'habitude, dans la mesure du possible, avoir une approche plutôt intuitive des choses et éviter des formules mathématiques complexes. Vous pouvez télécharger le document de diapositive de ce webinaire dans la section documents à distribuer ainsi que le jeu de données Excel, le jeu de données que je vais utiliser pour illustrer ce webinaire. Vous pouvez me poser des questions tout au long du webinaire en utilisant la fonctionnalité chat et sans utiliser la fonctionnalité de lever la main. Donc, je vais essayer de m'arrêter 2 fois pendant le webinaire pour répondre aux questions, une fois au milieu du webinaire et une fois à la fin. Alors, voilà un petit plan du webinaire. Je vais commencer comme d'habitude avec une petite présentation de XLStat. Ensuite, je vais parler donc des différentes catégories de méthodes statistiques dans lesquelles j'ai tendance à ranger mes différentes méthodes statistiques. Ensuite, on va faire un petit rappel sur les tests statistiques. Donc, c'était l'objet de l'avant-dernier webinaire que j'ai exécuté il y a quelques semaines. Ensuite, je vais commencer à parler de l'ANOVA. Tout d'abord, en abordant l'ANOVA en tant qu'outil de modélisation. Et ce petit passage, ce sera en quelque sorte un rappel du webinaire sur la modélisation statistique qui a été diffusé la semaine dernière. Ensuite, je vais parler du test statistique impliqué dans le modèle ANOVA. Je vais parler des conditions de validité de l'ANOVA, de comparaison multiple par paire. Ensuite, d'un équivalent non paramétrique de l'ANOVA à un facteur, donc le test de Kruskal-Wallis, avant de rajouter un facteur et de parler d'un modèle un peu plus complexe qui est l'ANOVA à 2 facteurs avec interaction. Et c'est là que je vais clôturer le webinaire. Vous avez plusieurs annexes dans votre fichier de présentation. Donc, une annexe sur les modèles mixtes et une annexe sur la statistique de Welch, donc qui ne se trouve pas dans le plan. Donc, toutes les données de ce webinaire ont été inventées, sauf mention contraire. Le logiciel XLStat est un logiciel d'analyse de données convivial qui s'intègre à Excel sous PC et sous Mac. Donc, celles et ceux parmi vous qui n'ont jamais testé le logiciel, vous allez pouvoir voir un petit peu à quoi il ressemble dans le cadre de ce webinaire. Un petit historique sur XLStat. Tout a commencé en 93, le développement a commencé en 93 et a abouti à une première vente en 96 du logiciel. En 2000, la société Adinsoft, qui est la société qui héberge, qui développe le logiciel aujourd'hui, a été créée. Puis en 2006, une nouvelle version du logiciel intégrant 2 types de code, le VBA pour l'interface et C++ pour les calculs, a vu le jour. Puis en 2009, on a eu de nouvelles offres modulaires qui ont été transformées ensuite en produits, solutions, qui sont orientés soit généralistes, soit orientés métiers. En 2016, on a eu 2 grandes nouveautés. Donc la version XLStat 365, c'est la version de XLStat qui fonctionne sur Excel 365, donc sur le cloud, ainsi que la version gratuite de XLStat qui comprend un nombre limité de fonctionnalités. En 2017, nous avons la sortie de XLStat R. Donc c'est une interface, une nouvelle interface qui s'intègre à XLStat et qui permet d'appeler des procédures R via des boîtes de dialogue XLStat. Donc R étant un logiciel de statistique qui fonctionne en ligne de code et qui est totalement open source et gratuit. En quelques chiffres, XLStat, c'est plus de 200 fonctionnalités statistiques réparties dans des solutions généralistes ou orientées métiers. C'est plus de 22 salariés, 7 langues, le logiciel est disponible en 7 langues. On a 100 000 utilisateurs ou plus de 100 000 utilisateurs à travers le monde, 220 000 visites par mois sur le site web et 10 000 téléchargements par mois. Maintenant, on passe sur ces fameuses 4 catégories de fonctionnalités statistiques. Alors voici ma manière personnelle de ranger les outils statistiques dans 4 grandes familles. D'abord, des statistiques descriptives qui permettent de résumer des données grâce à des calculs ou des graphiques simples,
comme la moyenne, Descartes-type, les boxplots. En général, ce sont des outils qui sont adaptés à une variable, deux variables ou grand maximum trois variables. Donc, ces méthodes-là permettent d'émettre des hypothèses à partir de vos données. Les statistiques exploratoires permettent de plonger facilement dans un gros jeu de données sans forcément avoir une question précise derrière la tête. Alors, ces méthodes-là incluent notamment les méthodes de réduction de la dimensionnalité comme l'analyse en composantes principales ou l'analyse des correspondances multiples et les méthodes de segmentation telles que la classification ascendante hiérarchique. Alors là encore, les statistiques exploratoires permettent d'émettre des hypothèses, de partir à la recherche d'informations dans un grand jeu de données sans avoir vraiment de questions précises derrière la tête et d'émettre des hypothèses. La différence, c'est que les stats exploratoires permettent d'exploiter un très grand nombre de variables en parallèle. Les tests statistiques sont complémentaires un petit peu à ces deux premières méthodes parce qu'ils permettent d'accepter ou de rejeter une hypothèse bien précise en assumant des risques d'erreur. Donc, les tests statistiques courants sont le test T, l'ANOVA, le Qui2, le test de corrélation de Spearman ou de Pearson, et bien d'autres. Et enfin, la modélisation permet de comprendre comment évolue une variable en fonction d'un ensemble de variables. La modélisation inclut la régression, l'ANCOVA, l'ANOVA et là encore bien d'autres méthodes. Alors vous voyez que l'ANOVA se retrouve un petit peu dans la modélisation et dans les tests statistiques. Alors en effet, ces catégories ne sont pas totalement cloisonnées. Vous avez des méthodes de modélisation qui impliquent des tests statistiques ou qui impliquent des calculs de moyenne. Et donc vous avez plein de transferts de méthodes d'une catégorie à une autre. Donc vous n'avez pas vraiment de limite franche entre ces catégories-là. Cette répartition, c'est juste une manière un petit peu intéressante et pédagogique de présenter les outils statistiques. Alors, juste pour que vous sachiez, vous avez accès à des enregistrements de webinaires portant sur la description, l'exploration, les tests et la modélisation en cliquant sur ces liens-là. Vous cliquez sur enregistrement, vous allez avoir accès à des enregistrements de ces webinaires. Alors, ces liens sont cliquables dans vos documents PDF que vous pouvez télécharger dans la section documents à distribuer. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser donc sur l'ANOVA, qui en théorie est un outil de modélisation. La semaine dernière, on a introduit la modélisation statistique. Aujourd'hui, nous allons un petit peu plus loin en exploitant à fond un outil de modélisation particulier qui n'est autre que l'ANOVA. Alors avant tout, je vous propose un petit rappel sur les tests statistiques, toutes ces histoires de p-value, de seuil de risque alpha, d'hypothèses nulles et d'hypothèses alternatives, parce que c'est important pour la suite. Alors voilà un petit rappel. Les tests statistiques permettent de répondre à ce type de questions-là. Donc la moyenne A est-elle significativement différente de la moyenne B? Quand je dis ce type de question, je parle d'un type de question dont la réponse est oui ou non. Les tests statistiques impliquent deux hypothèses en général. Une hypothèse nulle qui implique une question d'égalité. Donc l'hypothèse nulle s'écrit de la sorte, H0, moyenne A est égale à moyenne B. Et cette hypothèse nulle s'oppose à une hypothèse dite alternative, écrite HA ou H1 dans certaines références. Et l'hypothèse alternative, en général, implique une existence de différence ou une existence d'une relation. Donc HA s'écrit moyenne de A est différente de moyenne de B. Alors ces deux hypothèses-là s'opposent et il y a un chiffre qui nous permet de trancher, qui nous permet souvent de trancher, des fois il ne nous permet pas de trancher, c'est la p-value. La p-value qui est comprise entre 0 et 1. Ce chiffre est calculé par le test statistique mis en jeu et est compris entre 0 et 1. Et ce chiffre est souvent comparé à un certain seuil de risque alpha qui est souvent placé à 0,05, même si ce n'est pas vraiment obligatoire, c'est vraiment à l'utilisateur de choisir ce seuil. Et si cette p-value donc est inférieure à alpha, on peut rejeter l'hypothèse d'égalité et accepter l'hypothèse alternative en prenant un risque proportionnel à la p-value de nous tromper.
ce petit rappel est essentiel pour la suite. Qu'est-ce que l'ANOVA? L'ANOVA, c'est un outil de modélisation d'une variable à expliquer qui est quantitative par des variables explicatives qui, elles, seront qualitatives. Donc, on va essayer d'expliquer une variable numérique par une variable ou plusieurs variables qui sont catégorielles ou nominales ou qualitatives. Alors, je prends l'ANOVA en tant qu'outil de modélisation. Cette diapositive, vous l'avez vue si vous avez assisté au webinaire de la semaine précédente sur la modélisation. Alors, imaginez qu'on cherche à étudier le salaire de personnes de différentes origines, donc Terre, Pluton et Mars. Le salaire est une variable quantitative et l'origine est une variable qualitative. Donc l'origine sur l'axe des abscisses est la variable explicative et le salaire sur l'axe des heures données est la variable à expliquer ou variable dépendante. Ce que j'ai représenté là, donc ces cercles noirs bien épais, sont les moyennes de salaire pour la Terre, pour Pluton et pour Mars. Les points bleus sont les points de mon jeu de données. Donc j'ai relevé plutôt le salaire de différentes personnes originaires de la Terre, de différentes personnes originaires de Pluton et différentes personnes originaires de Mars. Le modèle d'ANOVA peut se représenter sous la sorte. Donc c'est très pointillé, représente le modèle d'ANOVA. Ce modèle peut se traduire par une équation qui s'écrit de la sorte. Le salaire est égal à la moyenne d'une certaine modalité de référence, par exemple la Terre. Donc, cette moyenne-là, plus ou moins un écart par rapport à la modalité du point considéré. Donc, ces écarts-là représentés par ces flèches. C'est-à-dire que si je veux avoir, selon mon modèle d'ANOVA, le salaire d'une personne de Pluton, je prends la modalité de référence plus l'écart dû à la modalité de Pluton. Ce modèle implique 3 paramètres. Donc un paramètre moyenne de référence, de la modalité de référence, et 2 paramètres qui sont les écarts par rapport à cette modalité de référence. Donc là, il y a 2 écarts, 3 paramètres. Voilà mon modèle. Et évidemment, un modèle statistique ne mesure pas précisément, ne passe pas précisément par l'intégralité des points. Il est juste là pour nous aider à mieux cerner la réalité. Donc je peux pas, ces traits verts ne passent pas par tous les points bleus, ne permettent pas d'expliquer tous les points bleus, mais permettent de bien résumer, de plus ou moins bien résumer les choses. Alors, il reste certaines quantités entre les points et le modèle qu'on appelle des erreurs. Ce sont des quantités que le modèle n'a pas réussi à prendre en compte ou à capturer. Et ces erreurs-là, on les appelle les résidus du modèle. Alors j'insiste sur les résidus parce qu'on va en reparler un petit peu plus tard. Donc les résidus sont toutes les quantités qui n'ont pas été capturées par le modèle. Donc là, le modèle est représenté par 3 moyennes et ces flèches rouges, qui sont les distances entre les points et les moyennes, n'ont pas été capturées par le modèle. Alors voilà le jeu de données sur lequel on va se focaliser pendant ce webinaire-là. Il s'agit de l'évaluation du degré de piquant de 3 sauces. Donc là, vous voyez, vous avez 3 sauces, S1, S2, S3, S1, S2, S3, dont le degré de piquant a été évalué par des goûteurs. Donc on va considérer qu'on a peut-être un goûteur par ligne. Et donc un goûteur qui va donner une note de degré de piquant de 0 à 10, disons, dans cette colonne-là. Alors en ligne, nous avons des observations. Et en colonne, nous avons une variable à expliquer qui est quantitative, le degré de piquant, et une variable explicative qui est qualitative, la sauce. On va essayer de comparer donc le degré de piquant moyen des 3 sauces. Question, le degré de piquant moyen change-t-il en fonction de la sauce? Alors comment allons-nous répondre à cette question-là? Nous allons mettre en place un test statistique qui est inhérent à l'ANOVA. Alors je prends le graphique des moyennes du degré de piquant de mes 3 sauces, S1, S2, S3. Donc là, sur l'axe des ordonnées, j'ai le degré de piquant. Et puis chaque barre représente une modalité de sauce, une catégorie de sauce, S1, S2, S3. Les barres oranges sont les moyennes.
Donc voilà ma variable à expliquer sur l'axe des ordonnées et ma variable explicative sur l'axe des abscisses. Et souvent en ANOVA, on appelle la variable explicative un facteur. Donc là, j'ai un seul facteur. S1, S2, S3 sont les niveaux ou les modalités du facteur. Je reprends donc ma question tout à l'heure, c'est est-ce que le degré de piquant moyen change en fonction de la sauce? À cette question s'associent deux hypothèses, nulle et alternative. Donc l'hypothèse nulle, dans ce cas-là, c'est la moyenne de la sauce 1 est égale à la moyenne de la sauce 2 est égale à la moyenne de la sauce 3. Pour l'hypothèse alternative, on a au moins une moyenne qui est différente des autres. Donc l'ANOVA va impliquer un test qui va renvoyer une p-value et cette p-value va nous permettre de trancher et de rejeter ou non l'hypothèse H0. De trancher ou pas et de rejeter ou non l'hypothèse H0. Donc si la p-value est inférieure à un certain seuil de risque alpha, on rejette H0, on accepte H1 en prenant un risque proportionnel à la p-value de nous tromper. Alors comment est-ce que cette p-value va être calculée? Sur quoi la p-value de l'ANOVA se base-t-elle? Ou pourquoi est-ce qu'on dit ANOVA ou analyse de variance? En anglais, Analysis of Variance. Voilà le secret. L'effet statistique du facteur de l'ANOVA ou de la variable explicative se mesure grâce à un rapport de variance. Donc on va comparer deux variances entre elles en calculant simplement leur rapport. De quelle variance s'agit-il? Je reprends mon graphique, je reviens sur mon graphique pour garder les choses simples. Alors regardez ce graphique-là, je vais prendre une première source de variabilité, une première variance. Et cette première variance, c'est celle-là. C'est cette variance qui est représentée par cette flèche verticale et qui représente en quelque sorte la variance des trois moyennes. La variabilité de ces trois moyennes, l'étendue de ces trois moyennes. S1, S2, S3. Alors plus cette variance est élevée, plus on pourra considérer que notre sauce a un effet important. Parce que plus les moyennes seront écartées les unes des autres. Donc ça engendrera une flèche verte encore plus large. Cette variance-là est comparée à une autre variance qui n'est autre que la variance intragroupe, aussi appelée erreur résiduelle. Donc imaginez une flèche verte qui soit très élevée. Elle aura beau être très élevée, si jamais les flèches rouges sont elles aussi très élevées, l'effet de la moyenne ne sera plus très perceptible. Donc ces deux variances se confrontent et c'est ça qui va engendrer la p-value. Le rapport calculé s'appelle F et est égal à ça. Donc la variance inter, en vert, divisée par la variance intra. Alors là, comme vous pouvez vous imaginer, plus ce rapport est élevé, plus la variance inter est élevée par rapport à la variance intra, plus votre effet sera fort, plus l'effet de votre sauce ou de votre facteur, de votre variable explicative, sera significatif. Donc plus F augmente, plus la p-value va diminuer. Et donc plus on aura une possibilité de rejet de l'hypothèse H0. Alors comment est-ce que ça fonctionne dans XLStat? Voilà notre première application. Et voici notre jeu de données qui est dans Excel. Il s'agit de la feuille sauce. Là, vous avez XLStat, qui est un onglet supplémentaire dans Excel et qui inclut donc tous ces menus qui, eux, comprennent des fonctionnalités statistiques. Donc, j'ai des fonctionnalités d'analyse de données, j'ai des fonctionnalités de description et j'ai des fonctionnalités de modélisation. Et c'est là-dedans que je vais trouver mon ANOVA. Je vais cliquer sur ANOVA. Et là, je vais configurer, donc dans cette boîte de dialogue qui apparaît, je vais configurer mon analyse. Dans variable dépendante, ce qui veut aussi dire variable à expliquer, je vais sélectionner mon degré de piquant, comme ça.
Dans variables explicatives, donc dans ce cas-là, les variables explicatives sont qualitatives, je vais prendre la sauce. Et là, je clique OK. Mon résultat d'ANOVA apparaît dans une nouvelle feuille, Excel. Je vais me concentrer sur ce tableau-là, analyse de variance, pour interpréter donc le résultat. Je retourne sur mon fichier de présentation. Alors voilà mon résultat, analyse de variance. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Première chose, j'ai ma variance inter et ma variance intra, et le rapport F qui en découle. Et à partir de ce rapport F, il y a une p-value qui est calculée, elle est juste là. Et cette p-value me permet de prendre une décision par rapport aux hypothèses H0 et HA qui ont été posées un petit peu plus haut. Alors, la p-value est inférieure au seuil de risque alpha de 0,05. Donc on rejette H0 et on accepte HA en prenant un risque de 4,9% de nous tromper. Donc la conclusion, c'est que il y a un effet significatif de la sauce sur le degré de piquant, où il y a au moins une sauce qui a une moyenne de degrés de piquant différente des autres. Et je peux dire ça, affirmer ça avec un risque de 4,9% de me tromper. Alors, est-ce que ce résultat est valide? Je vais vous parler à présent de conditions de validité de l'ANOVA, qui portent sur les hypothèses sur les résidus. Alors, un petit rappel, les modèles linéaires ne sont valides que sous certaines conditions qui sont relatives aux résidus. Et ces conditions, je vous rappelle, les voilà. Indépendance des résidus, normalité, pas trop de valeur hors norme et homogénéité des variances des résidus. Je vais prendre chaque composante à part et vérifier donc chacune de ces conditions à part en utilisant des outils appropriés. Premièrement, l'indépendance des résidus. Alors au vu de la construction de mon expérience, a priori j'ai un individu ou un goûteur par ligne et je peux affirmer donc que mes différentes observations sont indépendantes, qu'il n'y a pas forcément de lien physique entre une observation et une autre. Donc, cette indépendance, je l'assume. Deuxième chose, diagnostic de la normalité. Pour ça, je vous propose de lancer un test de normalité des résidus. Alors, je retourne là-dessus et je me mets sur mon rapport d'ANOVA qui a été généré par ExcelStat. Si je fais défiler un petit peu vers le bas, je vais tomber sur un gros tableau à un moment, le voilà, qui est constitué en lignes de mes différentes observations. Et en colonne, j'ai un bon nombre de paramètres, notamment j'ai ma variable Y ici, ma variable à expliquer, le degré de piquant. J'ai la prédiction du modèle, on va pas trop s'attarder là-dessus, mais je vais attirer votre attention sur ces deux colonnes-là, les résidus et les résidus standardisés. C'est sur cette colonne-là, donc résidus, ou sur la colonne résidus standardisés, qu'on peut lancer un test de normalité pour voir si l'hypothèse de normalité est respectée ou pas. Alors le test de normalité lancé sur une colonne ou sur l'autre donnera le même résultat, donc peu importe la colonne que vous choisissez. Je vais aller dans description des données, test de normalité. Là, il ne me reste plus qu'à sélectionner, donc dans données, sélectionner les données sur lesquelles je veux tester la normalité. Donc, il s'agit de mes résidus. Voilà. Là, j'ai différents tests qui peuvent être utilisés pour tester la normalité. Je vais prendre juste celui de Shapiro-Wilk, qui est un test assez courant. Et je clique OK. Le test de Shapiro-Wilk est associé, comme tout test qui se respecte, à une p-value. Là, voilà, 0,131. Et évidemment, une p-value est associée à deux hypothèses, une hypothèse nulle et une hypothèse alternative.
nous avons des formulations de ces hypothèses-là qui sont fournies par XLStat. Selon l'hypothèse nulle, la variable dont provient l'échantillon suit une loi normale. Donc c'est un peu l'hypothèse qu'on souhaite avoir. L'hypothèse alternative, c'est la variable dont provient l'échantillon ne suit pas une loi normale ou s'écarte d'une loi normale. On voit que la p-value est assez élevée par rapport au seuil alpha. Donc on peut ne pas rejeter l'hypothèse de normalité. Donc dans ce cas-là, on est content. Sinon, il y a une autre manière de vérifier les choses. Il s'agit du QQ-plot, qui est aussi fourni par la fonctionnalité test de normalité dans XLStat. Alors, ce QQ-plot est adapté surtout si vous avez un nombre de données réduit. Si jamais vos différents points sont bien répartis le long de cette bisectrice, donc le long de la droite diagonale, y égale à x, vous pouvez considérer que votre échantillon suit une distribution normale. Donc, cette droite au milieu représente une distribution normale et la répartition des points autour donc, montre à quel point est-ce que vos points se rapprochent de cette distribution. Donc ce sont deux manières alternatives de vérifier la normalité. Soit vous vous fiez à la p-value du test de Shapiro-Wilk ou d'un autre test de normalité, soit vous vérifiez ce graphique-là. Ensuite, diagnostic de l'homogénéité des variances. Pour ça aussi, je vous propose qu'on se lance dans un test statistique. Notamment, un test de comparaison de variance de cas échantillon. Alors je retourne sur mes données. Et j'affiche donc mes données originales. Alors pour l'ANOVA, les résidus ou les données originales doivent être associés à des variances qui sont homogènes, qui sont identiques. C'est-à-dire que la variance relative à la sauce 1 doit être égale à la variance relative à la sauce 2, doit être égale à la variance relative à la sauce 3. Donc je vais utiliser les données originales pour tester cette hypothèse. Je vais aller dans test paramétrique et test de comparaison des variances de cas échantillon. Donc test paramétrique, comparaison des variances de cas échantillon. Là je vais prendre donc mes données sur lesquelles je vais calculer mes variances qui sont identifiées par les échantillons sauce. Alors, il y a différents types de tests. Je vous recommande de partir sur le test de Leven sur la médiane. Et vous cliquez OK. Là encore, donc j'ai un test statistique. Et qui dit test statistique dit p-value et hypothèse nulle et alternative. Selon l'hypothèse nulle, là encore, on a une idée, un esprit d'égalité. Donc, les variances sont identiques, elles sont égales. Les variances de nos trois échantillons sont égales. Hypothèse alternative, c'est au moins une des variances est différente d'une autre. La p-value est très élevée par rapport au seuil de risque alpha. Ça implique le fait qu'on ne rejette pas l'hypothèse d'égalité. Donc là, on est rassuré encore une fois. Donc on a plus ou moins validé l'hypothèse d'indépendance, l'hypothèse de normalité, l'hypothèse d'homogénéité des variances. Il en reste une. Donc, diagnostic des résidus hors normes. Alors, pour ça, je vous propose d'utiliser un graphique qui est fourni par l'ANOVA. Quand vous lancez votre ANOVA et que vous descendez en bas du rapport, vous tombez sur ce graphique-là. Les résidus normalisés en fonction des observations. Donc, chaque ligne correspond à un résidu associé à une observation donnée. Alors, voilà un petit peu une astuce. Il ne faut pas qu'il y ait plus de 95% des résidus pris en valeur absolue qui soient supérieurs à 2. Donc on n'a pas trop de résidus hors normes dans ce cas-là. Qu'est-ce que ça veut dire des résidus pris en valeur absolue supérieurs à 2? C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de résidus qui soient supérieurs à 2 ou qui soient inférieurs à moins 2. Là on voit qu'il y en a juste 2 qui sont inférieurs à moins 2. Allez, on est autour du seuil de 4 ou 5%. Donc on peut dire que c'est bon, ça passe. Donc nos 4 conditions de validité ont été vérifiées. Conséquence, notre ANOVA est donc fiable. Donc voilà notre graphique de nouveau.
Je reprends un petit peu mes hypothèses nulles et mon hypothèse alternative. Donc avec la p-value, je vous rappelle, qui était inférieure au seuil de risque alpha de 0,05, on a rejeté l'hypothèse nulle et on a accepté l'hypothèse alternative. Donc au moins une moyenne est différente des autres, avec un risque évidemment de nous tromper. Mais maintenant, il y a une petite interrogation, une petite question. Nous avons adopté Achard. Est-ce qu'on peut savoir précisément les moyennes qui diffèrent les unes des autres? Parce que c'est bien beau de savoir qu'il y a au moins une moyenne différente des autres, mais on est souvent intéressé d'aller plus loin, savoir quelle est cette moyenne mystérieuse ou quelles sont ces moyennes mystérieuses qui sont différentes des autres. Et pour ça, il y a des procédures spéciales qu'on appelle les comparaisons multiples par paire. Alors, les comparaisons multiples par paire, dans notre cas, vont permettre de calculer la différence statistique entre S1 et S2, entre S1 et S3 et S2 et S3. Donc on va avoir dans notre cas 3 hypothèses nulles qu'on va tester. Alors avant d'exécuter des comparaisons multiples par paire, je propose de prendre une première série de questions. Quelle est la différence entre ANOVA et MANOVA? La MANOVA, en comparaison à l'ANOVA, accepte en entrée plusieurs variables quantitatives à expliquer. Donc si vous avez une espèce de faisceau de variables qui sont corrélées et quand vous prenez la combinaison de ces variables, cette combinaison a un certain sens et que vous voulez étudier l'impact de variables explicatives sur cet ensemble-là, sur cette combinaison-là de variables à expliquer, vous pouvez procéder à une MANOVA, donc l'analyse multivariée de la variance. Alors qu'en ANOVA, vous pouvez avoir qu'une seule variable à expliquer, quantitative. Peut-on appliquer une ANOVA à une variable 0 et 1? Alors si la variable 0 et 1 est une variable explicative, oui, tout à fait. Si c'est une variable à expliquer, alors là, il vaut mieux partir sur un modèle logistique qui se trouve là-dedans. Donc, vous allez dans modélisation des données et régression logistique. Dans ce cas-là, vous prenez une variable réponse qui est binaire et vous remplissez des variables explicatives qualitatives. Je remarque dans le tableau ayant servi au test ANOVA que tous les facteurs sont répétés 3 fois, même effectif. Dans tous les tests ANOVA, faut-il obligatoirement que les facteurs à comparer aient le même effectif? Alors effectivement, vous avez le même nombre si vous allez jusqu'au bout, vous avez le même nombre de sauces qui est de sauce 1, le même nombre de sauce 2, le même nombre de sauce 3. Donc, ce qui fait qu'on a un dispositif qu'on dit équilibré. Lorsque vous faites une ANOVA, il vaut mieux que votre dispositif soit un maximum équilibré. Alors s'il y a un léger déséquilibre, ce n'est pas grave, mais si le déséquilibre est très fort, par exemple si vous n'avez que 4 répétitions de la première sauce et 10 ou 15 de la deuxième, là ça commence à poser problème, il vaut mieux peut-être basculer sur une alternative non paramétrique. Quelle est la taille minimum d'échantillon pour faire une ANOVA? Alors en théorie, il n'y a pas vraiment de taille minimum, mais si vous avez très peu de données, il faut que vous assumiez quand même que vos résidus proviennent d'une distribution normale, parce que c'est très difficile à partir d'un certain nombre d'individus, pour des nombres d'individus qui sont ou d'observations qui sont très faibles, c'est très difficile de vérifier la normalité. Donc merci pour vos questions. Je vais passer à la suite et je prendrai la suite des questions à la fin du webinaire. Donc, on en était arrivé à au rejet de l'hypothèse d'égalité des moyennes. Et là, on va examiner les choses de plus près. Donc, on va exécuter des comparaisons multiples par paire pour voir quelles moyennes précises sont différentes les unes des autres. Donc, on va retourner sur notre fonctionnalité ANOVA et puis on va configurer ça dans l'onglet sortie puis moyenne. Je vais aller dans ANOVA, donc. Là, j'ai encore une fois donc mes degrés de piquant, ma sauce. Dans les sorties, il faut s'assurer de cliquer d'activer comparaison multiple et comparaison par paire. Et là,
il y a différentes méthodes qui peuvent être utilisées pour exécuter les comparaisons par paire. Une des méthodes les plus populaires, c'est la méthode de Tukey. Alors, une personne dans les questions a mentionné la méthode de Bonferroni. La méthode de Bonferroni est vraiment très conservatrice, c'est-à-dire qu'il y a très peu de chances qu'elle vous fasse ressortir des différences significatives en comparaison à d'autres méthodes comme Tukey ou comme SNK. Donc je vais conserver Tukey pour le moment et je vais cliquer OK. Donc là j'ai de nouveau donc, mon résultat portant sur l'ANOVA. Les résultats sur les comparaisons multiples apparaissent à la fin. Donc ces résultats peuvent être représentés sous différentes manières. Donc cette manière-là, celle-là, je ne vais pas m'attarder sur les différentes manières, je vais juste m'attarder sur ce graphique-là que je trouve assez sympa, il résume bien les choses. Donc je vais le commenter là-dessus. Une petite interprétation. Donc là, j'ai les moyennes estimées par mon modèle de mon degré de piquant sur l'axe des ordonnées. Et puis j'ai mes différentes sauces. Donc S3 en rouge, S1 en bleu et S2 en vert. XLStat a trié automatiquement mes sauces. Il a mis la sauce dont le degré de piquant est en moyenne le plus élevé au début. Donc vous voyez qu'il y a des petites lettres au-dessus de chacune de ces moyennes. A, AB et B. Et ce sont ces petites lettres qui vont nous permettre donc d'identifier les différences significatives ou pas entre moyennes. Deux moyennes ayant au moins une lettre en commun ne sont pas significativement différentes. Donc, exemple, S3 et S1. S3 et S1 partagent la lettre A. Regardez, il y a un A dans S1 et un A dans S3. Ça veut dire que ces deux moyennes ne sont pas significativement différentes selon la méthode de Tukey. En revanche, deux moyennes n'ayant aucune lettre en commun sont significativement différentes. Exemple, S3 en rouge et S2 en vert. Pour S3, on a un A, pour S2, on n'a qu'un B. Il n'y a aucune lettre en commun. Donc, S3 et S2 sont significativement différentes. Donc, dans notre cas, on a deux sauces qui sont assez significativement différentes en termes de piquant. Donc, S3 est plus piquante, significativement plus piquante que S2. Et on a une sauce qui est intermédiaire, qui est la sauce S1. Donc voilà l'intérêt d'aller plus loin avec les comparaisons multiples par paire. Donc là, on a vraiment bien exploité une ANOVA à un facteur. On a posé les hypothèses, on a répondu à ces hypothèses principales de l'ANOVA, puis on a vérifié les conditions de validité, et là, on a procédé à une étape supplémentaire, les comparaisons multiples par paire, pour identifier donc les moyennes qui sont significativement différentes les unes des autres. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer rapidement un équivalent non paramétrique de l'ANOVA. Imaginez que vos données ne respectent pas les conditions de validité du modèle d'ANOVA et que même après transformation ou après avoir tenté d'éliminer des données hors normes, de manière justifiée évidemment, vous n'arrivez toujours pas à vous rapprocher des conditions de validité. Vous pouvez opter pour un test non paramétrique qui est équivalent donc de l'ANOVA à un facteur, et il s'agit du test de Kruskal et Wallis. Alors, comment exécuter le test de Kruskal-Wallis dans XLStat? Il suffit d'aller dans test non paramétrique, comparaison de cas échantillons. Donc là, je reviens sur mes données. Dans les données, je vais sélectionner donc mon degré de piquant là-dedans, et puis mes identifiants d'échantillons, je vais les mettre là-dedans. Et voilà le travail, le résultat. Voilà les p-values associées à mon test de Kruskal et Wallis. Cette p-value est supérieure au seuil de risque alpha. Pourtant, c'est un test qui est équivalent à notre ANOVA à un facteur qui, elle, avait abouti à un rejet de l'hypothèse H0. Alors, comment expliquer cela? Si vous avez assisté au webinaire sur les tests statistiques, j'avais précisé que les tests paramétriques, donc comme l'ANOVA par exemple, sont en général plus puissants que leurs équivalents non paramétriques.
Alors plus puissants, ça veut dire qu'ils sont plus aptes à rejeter H0 lorsque H0 est fausse. Donc là, on a l'exemple net de cette idée-là. Notre test paramétrique a rejeté H0, donc l'ANOVA, parce qu'on avait obtenu une p-value de 0,049, alors que notre équivalent non paramétrique, le test de Kruskal-Wallis, a été incapable de rejeter l'hypothèse H0. Alors, dernière partie de ce webinaire, avant de passer aux questions. Une deuxième variable explicative s'immisce ou entre en jeu. On va parler d'ANOVA à deux facteurs ou à deux variables explicatives et on va inclure ce qu'on appelle un effet d'interaction. Une troisième colonne s'invite dans le jeu de données. Donc je n'ai pas qu'une seule variable explicative, la sauce, j'ai aussi une variable juge ou goûteur, une personne qui goûte les sauces. Ce qui fait que, en fait, l'hypothèse d'indépendance des mesures n'est pas si respectée que ça, mais bon, je vous l'avais caché tout à l'heure. Donc vous avez une colonne juge, une colonne sauce, il s'agit de nos variables explicatives ou facteurs, et une colonne variable expliquée, encore une fois, donc le degré de piquant. Nous avons 8 juges et chaque juge a testé 3 fois chaque sauce. Question, ou question au pluriel plutôt. Le degré de piquant moyen change-t-il en fonction de la sauce, du juge, de l'interaction entre la sauce et le juge? Qu'est-ce que je veux dire par l'interaction entre la sauce et le juge? L'interaction, c'est vraiment un des éléments les plus intéressants, je trouve, dans une ANOVA à deux facteurs. Une interaction veut dire l'effet d'un facteur dépend de la modalité du deuxième facteur. Par exemple, l'effet sauce va dépendre du juge. S'il y a des juges qui vont préférer la sauce 2 et d'autres juges qui vont préférer la sauce 3, on va pouvoir parler d'un effet d'interaction entre juge et sauce. Comment interpréter, comment visualiser en quelque sorte, de manière théorique, cette interaction? Je vais prendre un cas simplifié avec deux sauces et deux juges. Voilà plusieurs possibilités qui peuvent entrer en jeu. Je vais vous décrire 4 possibilités parmi tant d'autres. Là, j'ai 4 graphiques. Celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Sur l'axe des ordonnées de tous les graphiques, j'ai mon degré de piquant, donc ma variable à expliquer, comme d'habitude. Dans chaque graphique, j'ai 2 paires de moyennes, donc chaque paire correspondant à un juge, et au sein de chaque paire, vous avez 2 barres, donc vous avez deux éléments, un élément vert correspondant à la sauce 1 et un élément orange correspondant à la sauce 2. Donc voilà comment je représente le croisement, si vous voulez, entre les deux facteurs juge et sauce. Comment est-ce que l'ANOVA à deux facteurs pourrait réagir face à ce genre de données, ce genre de moyenne? Alors je vais me focaliser sur chaque graphique à part. Là-dedans, regardez, vous avez un effet uniquement de la sauce. Quel que soit le juge, la sauce 2 semble plus épicée ou plus piquante que la sauce 1. Par contre, il ne semble pas y avoir un effet de juge. Regardez, si vous faites la moyenne des 2 barres ici et que vous faites la moyenne des 2 barres ici, vous tombez sur la même moyenne. Donc là, j'ai un effet sauce seul. Deuxième cas. Ici, lorsque vous passez de la sauce verte à la sauce orange, de la sauce verte à la sauce orange, et vous calculez des moyennes, donc sauce verte versus sauce orange, vous tombez sur les mêmes moyennes, sur des moyennes équivalentes. Ce qui fait que là, on n'a qu'un effet juge seul. Parce que regardez la moyenne du juge 1 et la moyenne du juge 2. Ici, l'intérêt d'un ANOVA à deux facteurs commence à se faire ressentir. Selon le juge, la perception du piquant entre les deux sauces va changer. Le juge 1 trouve la sauce 2 plus piquante, le juge 2 trouve la sauce 1 plus piquante. Donc c'est là qu'on observe un effet d'interaction juge fois sauce, un effet d'interaction entre les deux facteurs. Et là, il n'y a pas d'effet sauce seul, il n'y a pas d'effet juge seul. Alors pourquoi il n'y a pas d'effet juge seul? Regardez, faites la moyenne entre ces 2 barres-là, les 2 barres relatives au juge 1, et comparez-la à la moyenne relative aux moyennes des 2 barres du juge 2. Vous tombez sur la même moyenne, il n'y a pas d'effet juge.
C'est pareil pour les sauces. Faites la moyenne entre les deux barres vertes et la moyenne entre les deux barres oranges. Vous tombez sur la même moyenne. Donc là, on a uniquement un effet d'interaction juge fois sauce. Là, vous voyez qu'il y a déjà un effet juge. Donc le juge 2 a tendance à surestimer le degré de piquant des sauces. Et en plus, le juge 2 a tendance à trouver la sauce 2 plus piquante que la sauce 1 en comparaison avec le juge 1 qui a tendance à les trouver équivalentes. Donc là, j'ai un effet juge et un effet d'interaction juge fois sauce. Il y a un grand nombre de possibilités encore que je n'ai pas affichées ici. Donc je vous laisse imaginer. Tout ça, c'était pour vous montrer un petit peu en quoi se traduit l'effet d'interaction graphiquement. Et en quoi est-ce que cet effet se traduit dans XLStat? Vous avez toute la procédure ici. Je vais exécuter ça sous vos yeux. Je vais venir là-dessus et je vais aller dans modélisation, ANOVA. Dans les variables dépendantes quantitatives, je vais prendre encore une fois le degré de piquant. Et dans les variables explicatives, je vais prendre des colonnes A et B, qualitatives. Ensuite, dans les options, c'est très important d'activer, si vous voulez voir l'interaction, c'est très important d'activer l'effet d'interaction ici. Et là, nous avons deux facteurs. Nous pouvons exploiter le degré d'interaction, l'interaction entre ces deux facteurs. Donc, c'est pour ça que là, je garde 2. Dans les sorties, je vous invite à cocher cette option-là, type 1, 2, 3 SS, parce que ce sont ces tables-là en sortie qui vont nous permettre d'analyser donc chaque effet à part, l'effet juge seul, l'effet sauce seul et l'effet de l'interaction juge et sauce. Je fais ça et je clique OK. XLStat propose une boîte qui nous permet de sélectionner donc quels effets est-ce que je veux prendre en compte. Je veux le juge, la sauce et l'interaction des deux. Je clique OK. Ensuite, il me demande aussi les comparaisons multiples. Est-ce que je veux des comparaisons multiples par juge, par sauce et par combinaison des deux. Là, je ne vais pas m'attarder là-dessus. On va se focaliser sur cette table-là, l'analyse du type 3 ici. Et je vais faire les commentaires sur ma présentation. Donc voilà la table. Je vous recommande de préférer la table du type 3, surtout si votre dispositif est un petit peu déséquilibré. Donc on a parlé de déséquilibre tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous avez des nombres différents de mesures de la variable à expliquer en fonction des combinaisons de modalités des facteurs. Donc cette table-là, analyse du type 3, ne va pas changer en fonction de ces déséquilibres-là. Elle est assez robuste par rapport au déséquilibre. Donc chaque effet, juge sauce et juge fois sauce, en ligne, est associé à une p-value. Et là, je vous ai résumé un petit peu les hypothèses nulles pour chaque p-value. Donc là, pour l'effet juge, la moyenne du juge 1 égale à la moyenne du juge 2, moyenne du juge 3. Pour les sauces, la moyenne de la sauce 1 égale à la moyenne de la sauce 2 égale à la moyenne de la sauce 3. Pour l'effet d'interaction, le pattern des moyennes des sauces ne change pas en fonction des juges. Comment interpréter ça? Déjà, les 3 p-values sont inférieures à alpha, donc on rejette les 3 hypothèses H0, ces 3 hypothèses-là, en prenant des risques très faibles de nous tromper. Maintenant, je vous propose d'interpréter l'effet d'interaction qui peut être assez complexe. Alors, XLStat propose ce qu'on appelle des interaction plots en anglais. Il s'agit de ces graphiques-là, donc qui représentent la variable à expliquer sur l'axe des ordonnées et un des deux facteurs sur l'axe des abscisses. Le deuxième facteur étant représenté par des lignes de différentes couleurs. Donc là, on a une ligne par juge. Si on n'avait pas eu d'effet d'interaction significatif, on aurait eu exactement le même pattern de degré de piquant en fonction des sauces, quel que soit le juge. C'est-à-dire qu'on aurait eu des V par exemple partout. Sauf que là, on a des juges qui ont des comportements différents. Regardez ce juge en gris là, le juge numéro 8. Il a tendance à trouver la sauce 2 plus piquante, alors que la majorité des juges trouvent la sauce 2 un peu moins piquante. Et c'est là que vient donc l'effet d'interaction, entre autres. C'est-à-dire que en fonction du juge, la perception du piquant des sauces va changer.
Ça veut peut-être dire que ce juge a une manière, n'est peut-être pas très fiable en termes de perception du degré de piquant. Donc il y a différentes décisions ou différentes conclusions qui peuvent être prises à partir d'un effet d'interaction. Alors merci beaucoup d'avoir assisté à au moins un des webinaires qu'on a donné, donc sur la description statistique, l'exploration, les tests et la modélisation. Donc aujourd'hui on a terminé le cycle avec l'ANOVA qui est un outil de modélisation. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie pour votre attention et tous les outils vus pendant ce webinaire sont disponibles dans toutes les solutions Excelstat sauf la Free. Je vous invite à aller voir nos réseaux sociaux, à télécharger notre version d'essai de 30 jours si ce n'est pas encore fait et à découvrir nos produits. Je prends la suite de vos questions. Pouvez-vous expliquer l'intérêt et la puissance de l'ANOVA à deux facteurs et la MANOVA dans l'étude des interactions entre variables explicatives? Alors il s'agit de deux, comme je vous l'ai précisé avant, il s'agit de la MANOVA et l'ANOVA sont deux outils qui sont utilisés sur des types de données qui sont différents. Donc je peux pas, il n'y a pas de question de puissance d'un des outils par rapport à l'autre. Sauf que la seule différence, c'est que la MANOVA prend une combinaison de variables dépendantes, de variables à expliquer, alors que l'ANOVA n'en prend qu'une seule, variable à expliquer. Qu'est-ce qu'un test paramétrique versus non paramétrique? Donc je vous invite à visionner notre webinaire sur les tests statistiques pour voir ça, ou sinon d'aller sur nos tutoriels sur notre portail Excelstat, et vous avez un tutoriel ici qui vous explique clairement la différence entre les deux. Multijuge, multidescripteur, c'est mieux de faire l'analyse simultanément ou descripteur par descripteur. Alors, est-ce que vous voulez dire, si j'imagine que votre question c'est, est-ce que Excelstat est capable de prendre plusieurs descripteurs en parallèle pour une ANOVA? Effectivement, vous pouvez lancer plusieurs ANOVA automatiquement en sélectionnant plusieurs variables à expliquer dans la case variable dépendante quantitative. Donc là, je vais en prendre deux, degré de piquant et appréciation. Et donc, je vais avoir une ANOVA par variable à expliquer. Je vous remercie pour vos questions et pour avoir suivi au moins un de ces webinaires-là. Et j'espère vous retrouver dans une saison prochaine. En attendant, j'espère que vous allez apprécier l'utilisation du logiciel Excelstat. À bientôt.